Regardez ces murs, cette pierre tourmentée, sa surface n'est pas lisse. Elle est couverte d'ébréchures, de fissures, telle une peau géante et ancienne, portant les stigmates de blessures. Et chaque marque murmure quelque chose qui était là bien avant nous. Quelque chose que nous ne comprendrons peut-être jamais entièrement, mais dont cette pierre se souvient. La canicule de juillet de l'an 64 après Jésus-Christ. Pas juste une chaleur, mais une fournaise étouffante qui s'est soudainement transformée en enfer de feu. Rome brûlait, ce n'était pas un simple incendie, c'était le rugissement des flammes dévorant les quartiers en bois, les cris d'horreur de milliers de personnes piégées, la fumée âcre qui aveuglait et asphyxiait. Pendant 6 jours et 7 nuits, le feu impitoyable a dévoré la ville éternelle, transformant des temples majestueux et de modestes habitations en ruines, en carcasses calcinées. Imaginez ce cauchemar. Des rues, encore pleines de vie la veille, devenues des chemins de cendres et de braises rougeoyantes. Les gens perdaient tout, leurs maisons, leurs biens, leurs proches. La ville était détruite, son âme calcinée. Et à ce moment de catastrophe absolue, à l'épicentre de la souffrance générale, se tenait l'empereur Néron. Des siècles durant, les historiens ont débattu de son rôle. Jouait-il de la lyre, chantant la chute de Troie, en regardant Rome en flammes? Ou tentait-il désespérément d'organiser les secours? La vérité se situe peut-être quelque part au milieu, mais pour le peuple tourmenté, seul un fait importait. Pendant que Rome brûlait, Néron, selon les rumeurs, rêvait de la ville idéale qu'il bâtirait sur les ruines. Et ces rumeurs, ces soupçons, ont jeté une tache indélébile sur son règne. Puis vint l'accusation, jetée au visage d'une communauté naissante et minuscule, les chrétiens. Des exécutions cruelles, d'une sauvagerie impensable, devinrent une manœuvre de diversion, une tentative de rejeter la faute de la destruction de Rome sur autrui. Les enjeux étaient incroyablement élevés, non seulement l'avenir de l'empereur, mais aussi le destin de toute une nouvelle doctrine, de vies entières. Et voici qu'à l'emplacement où, la veille encore, se dressaient les maisons de milliers de Romains, où la terre était imprégnée de larmes et de cendres, Néron commença à construire son projet insensé, la maison dorée, la Domus Aurea. Ce n'était pas un simple bâtiment, c'était l'incarnation de son ego grandiose et malsain. Un palais gigantesque, occupant une vaste étendue au cœur de Rome, des pentes du Palatin à l'Esquilin. Un lac à l'emplacement des quartiers démolis, des vignobles, des pâturages. Tout cela faisait partie de son domaine privé, tandis que le peuple s'entassait dans des taudis épargnés. Des murs recouverts d'or, incrustés de pierres précieuses et de nacre, des plafonds en ivoire. Une salle à manger rotative, imitant le mouvement des cieux. Imaginez cette splendeur criante, insultante, sur fond de misère et de désolation. La maison dorée ne fut pas seulement un symbole du luxe de Néron, elle devint un monument à son aliénation du peuple, à sa tyrannie, à son mépris pour ceux qu'il était censé gouverner. Ce n'était pas un simple palais, c'était une gifle pour chaque Romain ayant perdu sa maison. Mais rien n'est éternel sous le soleil, pas même la maison dorée de l'empereur fou. Le règne de Néron s'acheva sans gloire, sous le poids de la haine universelle et de la trahison. Vespasien lui succéda, un homme du peuple, aguerri au combat, pragmatique, dont le but n'était pas la grandeur personnelle, mais la restauration de l'ordre et de la prospérité de Rome. Il comprit que la ville n'avait pas besoin de palais dorés pour un seul homme, mais de symboles d'unité, de force et de fierté pour tous. Alors une décision, aussi audacieuse que nécessaire, fut prise. Démolir la maison dorée, détruire le symbole de la tyrannie et de la folie. Et à cet endroit, sur cette terre jadis confisquée par Néron pour ses fantasmes égoïstes, ériger quelque chose de grandiose, mais destiné au peuple. Non pas une résidence privée, mais un espace public. Un lieu où les Romains, des plébéiens aux patriciens, pourraient se rassembler. Ce n'était pas qu'un projet de construction, c'était un manifeste politique. Une déclaration selon laquelle l'ère de l'individualisme débridé et de la tyrannie était révolue. Que Rome appartenait à nouveau à ses citoyens. Et à l'emplacement du lac de Néron, où se reflétaient les murs dorés de son palais insensé, devait surgir quelque chose de tout à fait différent, un amphithéâtre. Un lieu de spectacle, de divertissement, d'enthousiasme ou de fureur collective. Un endroit où le cœur de Rome battrait, et non l'ego de l'empereur. Ainsi, des cendres du grand incendie, de la splendeur insultante de la maison dorée, naquit l'idée du Colisée. Et les enjeux étaient à nouveau incroyablement élevés. Ce nouvel amphithéâtre pourrait-il réellement devenir un symbole de renouveau et de l'esprit populaire? 10 ans, 10 longues et douloureuses années d'enfer sur terre. C'est le temps qu'il fallut pour que, de la poussière et du chaos, naisse une merveille du monde, le colosse Flavien, que nous appelons aujourd'hui le Colisée. Imaginez cette scène, des milliers de personnes, privées de liberté,
prisonniers, esclaves, sous le soleil ardent de Rome, dans des nuages de poussière calcaire. Un spectacle incroyable, monstrueux. Des dos courbés sous le poids des pierres, les cris des surveillants se mêlant au cliquetis du métal et au gémissement des corps épuisés. Chaque bloc de tuf, chaque morceau de marbre était imprégné de la sueur et des larmes de ceux dont les noms ont été à jamais effacés par l'histoire. Ce n'était pas qu'une simple construction, c'était un exploit titanesque, payé non pas en or, mais en vie. Mais qu'est-ce qui animait ces gens? Qu'est-ce qui les poussait à ériger cet amphithéâtre gigantesque? La haine? La peur? Ou peut-être une fierté diffuse d'appartenir à quelque chose d'aussi grandiose, qui traverserait les siècles? Les empereurs de la dynastie des Flaviens, qui commencèrent et achevèrent ce projet, ne construisaient pas qu'une simple arène pour des spectacles sanglants. Ils bâtissaient un symbole de la puissance, de la richesse et du génie technique de Rome. Et ils n'ont ménagé aucun effort pour que ce symbole soit absolument stupéfiant. Les dimensions du Colisée frappaient l'imagination alors, et la frappent toujours. Ce n'était pas qu'une simple construction, c'était une véritable montagne de pierre et de béton. 50 mètres de haut, c'est l'équivalent d'un immeuble moderne de 15 étages. Sa façade extérieure, avec ses 3 niveaux d'arches ornées de colonnes de différents ordres, était une démonstration de la puissance et de l'esthétique romaine. Mais le véritable génie ne résidait pas seulement dans l'échelle, mais aussi dans les détails. Comment accueillir 50 000 spectateurs, et selon certaines estimations davantage, tout en évitant la bousculade et le chaos? Comment s'assurer que chacun puisse trouver sa place, et qu'après le spectacle, il puisse quitter l'arène aussi rapidement et en toute sécurité? Les ingénieurs romains trouvèrent une réponse qui anticipait les stades modernes de 2000 ans. 80 arches au premier niveau servaient d'entrée, des passages distincts, comme des veines menant au cœur de l'amphithéâtre. Chaque spectateur avait son billet, un fragment de tablette d'argile avec le numéro de l'entrée et du secteur. C'était un système logistique incroyablement bien pensé, permettant de remplir ou de vider l'amphithéâtre en quelques minutes seulement. Pensez-y, 50 000 personnes se déplaçant presque sans accroc. C'est stupéfiant, mais ce n'est pas tout. Les innovations du Colisée étaient véritablement révolutionnaires. Imaginez un immense auvent, le vélarium, tendu au-dessus de l'arène pour protéger les spectateurs du soleil ardent ou d'une pluie soudaine. Comment manœuvrait-il cette gigantesque toile, fixée sur des centaines de mâts autour du niveau supérieur? Grâce à un système complexe de cordes et de poulies, opéré par des marins spécialement entraînés des navires romains. C'était un exploit d'ingénierie, exigeant une précision et une force incroyables. Et que dire des structures souterraines, l'hypogée? Tout un monde sous l'arène. Des cages pour animaux, des élévateurs, des mécanismes pour hisser les gladiateurs et les décors à la surface. C'était un véritable théâtre de machines, caché aux yeux du public, permettant d'organiser les spectacles les plus incroyables et dramatiques. La construction du Colisée fut une saga épique de souffrance humaine, de génie d'ingénierie et d'ambition illimitée. Elle montra au monde de quoi Rome était capable, tant dans sa cruauté que dans sa quête de perfection. Et chaque pierre de ce monument murmure encore des histoires de ces 10 années où l'impossible devint réalité. Imaginez le fracas, pas un simple bruit, mais le rugissement de dizaines de milliers de gorges, fusionnant en un seul cri animal. Levez les yeux vers ces arches titanesques, vers ces murs revêtus de travertins qui s'étirent vers le ciel. Ce n'est pas qu'un bâtiment, c'est le cœur de la Rome antique. Et il bat au rythme du sang et du triomphe. Le Colisée, l'arène, le plus grand instrument de pouvoir jamais bâti de pierre et de vies humaines. Ici, sous le soleil de plomb ou à l'ombre des immenses auvents, la vie de l'Empire grouillait. Mais ce n'était pas la vie des rues ou des marchés. C'était une vie réduite à une équation simple et terrifiante, spectacle égal obéissance. Les empereurs romains connaissaient un secret simple mais cruel pour contrôler la foule. Donnez-leur du pain et donnez-leur un spectacle sanglant. Et ils n'oseraient pas lever les yeux vers vos palais. Ils n'oseraient pas se plaindre des impôts, des guerres, de l'esclavage. Leurs âmes seraient enchaînées au sable de l'arène, où chaque jour se déroulait le grand drame de la vie et de la mort. Descendez plus bas, parcourez mentalement ces marches de pierre, sentez leur froid. Vous entrez dans ces entrailles, où se mêlent les odeurs de sueur, de peur et d'anticipation. Et voici l'arène devant vous, immense, baignée de lumière. Et le spectacle commence. Des lions, lâchés de leur cage, rugissant de faim et de rage. Des esclaves, livrés à leur fureur, leurs cris noyés dans le rugissement de la foule. Des chefs rebelles, crucifiés ou jetés aux bêtes, c'est ainsi que l'Empire démontrait ce qu'il advenait de ceux qui osaient le défier. Ce n'était pas qu'une simple exécution. C'était une leçon gravée sur la rétine de chaque spectateur. C'était un avertissement écrit en lettres de sang sur le sable. Et voici les gladiateurs,
Légendes vivantes ou chères à Canon, leur destin ne tenait qu'à un fil, à la pointe d'une épée. Chaque pas, chaque coup, chaque râle avant la mort, tout cela faisait partie d'un spectacle minutieusement mis en scène. Ils étaient les acteurs du théâtre le plus meurtrier du monde. Leurs combats n'étaient pas de simples duels. C'étaient des métaphores de la force romaine, de la résilience, de la volonté d'affronter la mort en face. Ou, au contraire, des exemples de la bassesse à laquelle un homme peut tomber lorsque sa dignité lui est enlevée et que sa vie est transformée en marchandise. La foule se figeait lorsque deux combattants s'engageaient dans une danse mortelle. Puis elle explosait en un seul cri lorsqu'un d'eux tombait. Et enfin, le plus important, le geste de l'empereur. Le pouce levé ou baissé. La vie ou une mort instantanée et cruelle. À ce moment-là, l'empereur était un dieu sur terre. Il tenait entre ses mains la vie de dizaines de milliers de personnes rassemblées à ses pieds, et le destin des quelques-uns qui se tenaient sur le sable. C'était une démonstration de pouvoir absolu et illimité. Le pouvoir de décider qui méritait de vivre et qui devait mourir pour le divertissement. C'est ici, dans cet amphithéâtre cyclopéen, que l'idéologie romaine était forgée ou brisée. Une idéologie basée sur la force, la discipline et le mépris de la faiblesse. Ici, les gens apprenaient à voir la violence comme une norme, comme faisant partie de l'ordre des choses. Ils apprenaient à admirer la cruauté, si elle était revêtue d'une forme de bravoure. Le Colisée n'était pas qu'une simple arène. C'était le cerveau de l'Empire, pompant dans les veines de ses citoyens le poison de la violence approuvée et de l'obéissance aveugle. C'était un monument non seulement à la grandeur de Rome, mais aussi à son efficacité terrifiante dans la gestion de la peur et des désirs de ses sujets. Et ces échos nous font encore frissonner. Imaginez, l'arène, inondée de soleil, le rugissement de dizaines de milliers de gorges, l'air vibrant, imprégné d'odeurs de poussière, de sueur et de sang. C'était le summum du spectacle romain, l'apothéose de la cruauté et du triomphe. Mais le véritable cœur de cette machine infernale ne battait pas en surface, à ciel ouvert, mais profondément sous terre. Caché aux yeux de la foule, sous les pieds du public en délire, s'étendait un labyrinthe d'horreur, l'hypogée. Ce n'était pas qu'un simple souterrain, c'était un système d'ingénierie complexe et étonnant, conçu pour une seule chose, alimenter l'appétit insatiable de l'Empire pour les spectacles. À travers un réseau de tunnels sombres et humides, où l'air était lourd d'odeurs animales, de peur et de moisie, une vie secrète se déroulait. Ici, dans la pénombre, languissaient ceux qui allaient devenir les étoiles de ce ballet sanglant, les gladiateurs. Qui étaient-ils? Des esclaves, des prisonniers de guerre, des criminels condamnés, des pauvres désespérés, et même, incroyable mais vrai, des citoyens libres, ayant vendu leur vie pour une gloire éphémère ou simplement parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Leur chemin commençait bien avant l'arène, dans les murs des écoles de gladiateurs, appelées ludus. C'était à la fois des prisons et des casernes, où la vie valait peu et la discipline était de fer, pétrie de douleur et de peur. Sous la surveillance du lanista, un homme dont l'autorité sur ses élèves était absolue, ils étaient transformés, de personnes brisées, en machines de combat efficaces. Jour après jour, sous le soleil ardent ou dans les salles d'entraînement étouffantes, ils répétaient les coups, les blocs, les mouvements. Leur régime? Une bouillie d'orge et des fèves, pour prendre du poids et créer une couche de graisse qui, aussi cynique que cela puisse paraître, aidait à amortir les coups et à prolonger le combat. C'était une école de survie, où les faibles se brisaient ou mouraient, tandis que les forts apprenaient à tuer, étouffant toute peur, sauf celle d'être déshonorés devant la foule. Ils étaient préparés pour un rôle spécifique. Le monde des gladiateurs était étonnamment varié. Voici le Myrmillon, un poids lourd, avec un grand bouclier et une épée courte, son casque orné d'une crête en forme de poisson. Son adversaire fréquent, le Thrace, avec un petit bouclier rond et une sika, lame courbée, rapide et mortelle. Et voici le Ressière, sans doute le plus insolite. Sans casque, avec un trident et un filet, il était l'incarnation de l'agilité et de la ruse, taquinant constamment son adversaire plus lourdement armé, le Sécutor, spécialement conçu pour le chasser, avec un casque lisse qui ne s'accrochait pas au filet. Chaque type, un drame distinct, une histoire de combat à part entière. Mais revenons sous terre, dans ce labyrinthe effrayant de l'hypogée. Outre les tunnels pour le personnel et les gladiateurs, on y trouvait des rangées de cages. Des cages pour ceux qui étaient aussi importants pour le spectacle que les humains, les bêtes sauvages. Lions, tigres, léopards, ours, même des crocodiles. Tout l'exotisme qu'ils pouvaient faire venir des coins les plus reculés de l'Empire. Imaginez cette ménagerie infernale, rugissements, soufflements, odeur de la nature sauvage mêlée à celle des excréments et de la peur. Et comment ces prédateurs enragés et affamés étaient-ils acheminés en surface, en plein milieu du spectacle?
C'est là que se manifestaient le génie et la cruauté des ingénieurs romains. Partout dans l'hypogée, il y avait des puits verticaux et des rampes inclinées. Un système complexe de cordes, de treuils et de contrepoids était manœuvré par des dizaines d'esclaves, travaillant dans la pénombre, risquant leur vie à la moindre erreur. Au moment voulu, l'animal était conduit dans une caisse ou une cage en bois, qui était ensuite attachée à un élévateur. Lentement, avec le grincement et les plaintes du bois, la cage montait. Imaginez ce moment, des ténèbres profondes, de la puanteur du souterrain, directement dans l'arène baignée de soleil, au milieu de la foule rugissante. Cette transition soudaine, ce choc pour l'animal, ne faisait qu'ajouter de la rage à son attaque, rendant le spectacle encore plus captivant et meurtrier. Des dizaines de ces élévateurs et trappes pouvaient simultanément faire monter sur l'arène toute une troupe de lions ou un groupe de gladiateurs, créant un effet de surprise, d'apparition soudaine du sous-sol. Ce n'était pas qu'une simple arène, c'était un gigantesque théâtre de la mort, dirigé depuis son sombre et secret sous-sol. Chaque entrée dans l'arène, c'était un pas au-dessus du précipice. Une chance de liberté, de richesse, de triomphe qui murmurerait des légendes. Ou une mort instantanée et cruelle sous les sabots, les griffes ou la lame de l'adversaire. Dans les tunnels sombres de l'hypogée, au milieu de l'odeur animale et du cliquetis du métal, les destins se décidaient. Et chaque fois qu'un gladiateur ou un prédateur montait à la lumière, il emportait avec lui l'écho de cet enfer souterrain, rendant le spectacle de l'arène encore plus sauvage, encore plus inoubliable, encore plus romain. C'était un monde où la vie était bon marché, et le spectacle, inestimable. Et l'élément le plus important de ce monde était l'hypogée caché, pulsant, le cœur de l'obscur empire des jeux de gladiateurs. Imaginez ce rugissement, des milliers de gorges, fusionnées en un grondement assourdissant, vibrant dans l'air même du Colisée. Le soleil tape, se reflétant sur le marbre et le sable, et les odeurs. Oh, ces odeurs! Le sang, la sueur, la poussière, l'arôme âcre des bêtes sauvages et quelque chose d'autre, d'insaisissable, l'odeur de la peur et de l'excitation, planant au-dessus de la foule. Ici, les destins se jouaient, et c'était un homme qui les décidait. L'empereur. Ces jeux n'étaient pas un simple divertissement. C'était un théâtre de pouvoir absolu, mis en scène sur la plus impressionnante des scènes du monde. Et les spectacles dépassaient parfois toute imagination. Oubliez les simples duels de gladiateurs. Ici, de véritables batailles se déroulaient. Des batailles navales en plein centre de l'amphithéâtre, dont l'arène se transformait en un clin d'œil en lac. De vrais navires, des équipages de condamnés à mort, s'affrontaient à mort sous les yeux de centaines de milliers de spectateurs. Ce n'était pas un entraînement, c'était une destruction réelle, inondant l'eau de sang, de débris et de corps. Une démonstration incroyable, cruelle et ahurissante de la puissance de l'Empire, capable d'organiser un combat naval au cœur même de la capitale. Quant aux chasses, c'était une forme de folie à part entière. Des centaines, des milliers de bêtes sauvages, ramenées de tous les coins de l'immense empire. Lions, tigres, ours, rhinocéros étaient lâchés dans l'arène. Face à eux, sortaient non seulement des chasseurs professionnels, mais aussi de malheureux criminels, voués à être dévorés. Ce n'était pas un simple affrontement entre l'homme et la nature, c'était un carnage où la vie humaine valait moins que le rugissement d'un prédateur. Le sang inondait le sable, les cris des victimes étaient couverts par le rugissement des animaux et les hurlements d'extase de la foule. Horreur primitive et excitation sauvage s'entremêlaient dans un spectacle monstrueux et unique. Mais au centre de ce chaos, dominant tout, siégeait-il. L'empereur. Sa loge, le pulvinar, n'était pas un simple siège, c'était un trône d'où il observait ses sujets et, surtout, ses jouets dans l'arène. Sa présence était omniprésente. Chaque combattant, chaque condamné, chaque spectateur, tous savaient qu'à tout moment, son regard pouvait tomber sur eux, et sa volonté déciderait de leur destin. Il était le soleil autour duquel tournait cet univers cruel de l'amphithéâtre. Et voici, le moment de vérité. Deux gladiateurs, épuisés, ensanglantés. L'un est tombé, son bouclier jeté, son épée à côté. Il regarde vers le haut, non pas son adversaire, mais là-haut, vers la loge. Sa vie ne tient qu'à un fil. La foule rugit, exigeant soit la grâce, soit la mort. Ils crient, agitent leur toge, leur passion bouillonne. Mais leur volonté n'est qu'une suggestion. Le dernier mot lui appartient. À l'empereur, un silence assourdissant s'installe. Tous les regards sont rivés sur l'empereur. Il observe le combattant vaincu, le vainqueur, la foule. Que se passe-t-il dans sa tête à ce moment-là? L'ennui? Le sang-froid? L'évaluation du courage? Ou un simple caprice? L'univers se fige. Et puis, un mouvement. Un unique mouvement du doigt. Le pouce levé, la clémence, une rare chance de continuer à vivre, même vaincu.
Le pouce baissait la mort. Cruelle, définitive, aux yeux de tous. Ce geste ne décidait pas seulement du destin d'un seul homme. Il était le symbole d'un pouvoir absolu et illimité sur la vie et la mort, concentré entre les mains d'un seul souverain. C'était un rappel à tous, de l'esclave au sénateur, de qui était le maître ici. Le pouvoir de l'empereur dans l'arène était plus tangible, plus terrifiant, que toute directive législative ou militaire. Ce n'était pas la loi, c'était la volonté nue, non dissimulée, impitoyable d'un homme qui se prenait pour un dieu. Et pour ce spectacle, pour ce sentiment de contrôle illimité, l'arène de Rome était inondée de sang et de larmes. Imaginez Rome, résonnant du rugissement frénétique de la foule. L'arène, imprégnée de sang et de sueur, centre de l'univers pour des millions d'êtres avides de spectacle. Pendant des siècles, les jeux de gladiateurs n'ont pas été un simple divertissement, ils étaient le nerf de l'Empire, son battement de cœur, un rituel qui cimentait la société. Sénateurs et plébéiens, riches et pauvres, tous se figeaient, regardant l'affrontement à mort. C'était une beauté impitoyable, une puissance terrifiante qui semblait devoir durer éternellement. Mais rien n'est éternel sous le soleil de Rome. Lentement, presque imperceptiblement d'abord, une voix tout autre commença à se faire entendre. Une voix qui parlait non pas de force et de conquête, mais d'amour, d'humilité et de la valeur de chaque vie humaine. L'avènement du christianisme fut le premier signe, à peine perceptible, du déclin de cette ère sanglante. Au début, ce n'était que des murmures de désaccord, des prières secrètes contre les exécutions publiques et les combats mortels. Comment les disciples du Christ crucifié pouvaient-ils considérer le meurtre comme une fête ? C'était un conflit fondamental de valeurs, entre le culte de la force et le culte de la compassion, entre le culte de la mort et la prédication de la vie. Progressivement, à mesure que le christianisme se renforçait et pénétrait toutes les couches de la société, y compris la haute noblesse et même la cour impériale, l'attitude envers les jeux commença à changer. Imaginez le choc des conservateurs lorsque les empereurs chrétiens commencèrent à prendre leur distance avec ces spectacles sanglants. L'empereur ne siégeait plus dans sa loge, bénissant le combat. Ne baissait plus le pouce, condamnant le vaincu à mort. Son absence était plus éloquente que n'importe quel mot. Ce fut un coup puissant porté au prestige des jeux, car le patronage de l'empereur était leur force vitale, leur principale justification. Lorsque le souverain de l'Empire lui-même se détourne de l'arène, ce n'est pas qu'une simple préférence personnelle, c'est une déclaration politique, un pas qui sape des traditions séculaires. Puis des actions plus décisives suivirent. Les jeux étaient étroitement liés au culte païen, aux sacrifices et rituels qui glorifiaient les anciens dieux. Lorsque le christianisme devint la religion d'État, l'interdiction généralisée des croyances païennes et de leurs rites commença. C'était une véritable guerre culturelle. L'interdiction des cultes païens porta un coup dévastateur à la base idéologique des jeux. Ce n'était pas qu'un sport ou un divertissement, c'était un rituel sacré pour les païens. Dépouillez-le de son contexte religieux, et que reste-t-il ? Un meurtre barbare pour le plaisir ? Oui, c'est précisément ainsi que beaucoup le voyaient désormais. Et les jeux, dépouillés de leur enveloppe sacrée, apparurent dans toute leur nudité cruelle et insensée aux yeux du Nouveau Monde. Mais même alors que le fondement des jeux se fissurait déjà, ils continuaient d'exister par inertie. La machine hurlante de la mort ne voulait pas s'arrêter, et il fallut un sacrifice incroyable, presque insensé, pour y mettre un point final sanglant. Imaginez le dernier jour où le sang des gladiateurs devait être versé sur le sable du Colisée. Le triomphe de la foule, l'anticipation du combat. Et là le choc. Dans l'arène, juste entre les gladiateurs prêts au combat, surgit une silhouette solitaire en simple robe. Un moine nommé Télémaque. Il suppliait la foule, les gladiateurs, d'arrêter cette folie au nom du Christ. Que ressentait-il à ce moment ? La peur ? Sans aucun doute. Mais surtout, une foi illimitée et une détermination à arrêter cette horreur au prix de sa propre vie. La réaction de la foule fut prévisible et terrifiante. La fureur, qui osait interrompre leur fête ? Des pierres volèrent de toutes parts. Et le moine tomba sur le sable de l'arène, son sang se mêlant à celui de ceux qu'il tentait de sauver. La mort de Télémaque, dans ce dernier acte de protestation désespérée, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Son martyre dans l'arène, symbole de la cruauté païenne, ébranla même les indifférents. C'était si flagrant, si terrifiant, injuste, tué pour avoir appelé à la paix, à l'endroit même où le meurtre était la norme. Après cet incident criant et sanglant, l'empereur Honorius prit enfin la décision finale. En l'an 404 de notre ère, un édit fut promulgué, interdisant définitivement les combats de gladiateurs. L'ère était révolue, non pas avec fracas et triomphe, mais avec un dernier gémissement et le sang d'un martyr.
Les grands jeux de Rome, symboles de sa force et de sa cruauté, tombèrent dans l'oubli sous la pression d'une nouvelle foi et d'un monde transformé. L'amphithéâtre Flavien, le Colisée, à son apogée, il fut le cœur battant de l'Empire, un temple de spectacle où le rugissement de la foule couvrait les cris des mourants. Mais rien n'est éternel sous le soleil romain. Les grands jeux cessèrent. L'Empire, transformé, ayant embrassé une nouvelle foi, n'avait plus besoin du symbole sanglant de sa grandeur passée. Et quand le dernier cri triomphal du gladiateur s'éteignit, un silence s'abattit sur l'arène. Un silence plus terrifiant que n'importe quel combat. Imaginez cette scène. La poussière retombe sur les gradins vides où des milliers de personnes étaient encore assises la veille. Là où autrefois flottaient les odeurs de sang, de sueur et de viande rôtie, il n'y a plus que le relent de la désolation. Les rayons du soleil percent à travers les brèches béantes du toit, éclairant l'arène, désormais dépourvue de sable et imprégnée d'eau de pluie. Le Colisée commença à mourir. Lentement, douloureusement, mais l'homme ne fut pas le seul bourreau. La nature reprit ses droits. De puissants tremblements de terre, secouant la ville éternelle, n'épargnèrent pas la gigantesque construction. Tel un vieil animal fatigué, le Colisée gémissait et s'effritait sous les assauts des éléments. Des blocs de pierre pesant des tonnes s'effondraient avec fracas, leur écho résonnant sur Rome. Ce que les ingénieurs romains avaient bâti avec tant de minutie se transformait désormais en un amas de décombres sous les secousses implacables de la terre. Que ressentaient les gens en regardant cela? La peur? La révérence? Ou l'indifférence? Car le monde autour changeait, et il semblait qu'il n'y avait plus de place pour les anciens dieux, les anciens symboles. Et c'est là que commence l'acte le plus terrible de la tragédie. Ce qui fut la fierté de Rome se transforma en carrière de pierre. Oui, vous avez bien entendu. Au lieu d'admirer ou de préserver, les gens commencèrent à démonter le Colisée. Comme si ce n'était pas le plus grand amphithéâtre du monde, mais un simple entrepôt de matériaux de construction. Le marbre, le travertin, même les agrafes de bronze qui liaient les blocs, tout était utilisé. Imaginez le son, non pas des fanfares solennelles, mais le cliquetis des marteaux et des ciseaux, le grincement des charrettes emportant des fragments d'histoire. Églises, palais, habitations, tout cela était bâti avec les ossements du géant mourant. Cynisme? Pragmatisme? Dans un monde où la survie était un combat quotidien, le passé se transformait souvent en ressources. Le Colisée était une source de pierre trop grande, trop commode. Il fut pillé systématiquement, morceau par morceau, comme des charognards déchirent un cadavre. Le grand symbole de l'Empire était devenu une simple carrière de pierre. Mais même dans cet état, l'amphithéâtre ne fut pas complètement abandonné. Paradoxe de l'histoire, au cours des sombres siècles médiévaux, lorsque la ville se transforma en un labyrinthe de ruelles étroites et de bâtiments en ruines, les immenses arches du Colisée offrirent un abri. Pauvres, exilés, vagabonds trouvèrent refuge sous ces voûtes. À l'intérieur de ces murs, là où autrefois s'affrontaient héros et scélérats, des familles s'entassaient désormais. La fumée des feux montait vers le ciel à travers les brèches des niveaux supérieurs. Les marchands étalaient leurs marchandises, transformant une partie de l'arène en un marché bruyant et sale. Des artisans ouvraient des ateliers. Le Colisée devint une ville médiévale chaotique en miniature, vivante mais misérable. Il était à la fois une forteresse, une maison, un marché et une ruine. Du triomphe au taudis, tel fut le chemin du grand amphithéâtre. Un chemin d'oubli, d'utilisation et de destruction, qui faillit l'effacer de la surface de la terre. Quelle humiliation pour le symbole de la Rome éternelle! Mais c'est dans ce chaos, dans cette symbiose de grandeur et de misère, que le Colisée a survécu jusqu'à l'époque où les gens purent à nouveau apprécier sa véritable valeur. Après des siècles d'oubli, alors qu'il ne restait qu'une carcasse de sa gloire passée, progressivement démantelée pour ses matériaux de construction, le Colisée sortit soudain de l'ombre à la Renaissance. Ce fut comme l'éveil d'un géant. L'humanité, ivre de la redécouverte des connaissances antiques, posa un nouveau regard sur cette ruine titanesque. Imaginez les savants, architectes, artistes de l'époque, déambulant dans ces couloirs envahis par la végétation et poussiéreux. Ils ne voyaient pas une simple montagne de pierre. Ils y voyaient la grandeur, la précision mathématique, le génie de l'ingénierie, le témoignage d'une civilisation qu'ils désiraient ardemment faire revivre. Le Colisée devint pour eux non pas une simple ruine, mais un manuel, un temple de l'art et de l'histoire. Ce fut un changement de perception saisissant, d'une source de briques à un trésor à étudier et à vénérer. Mais la seule admiration ne suffisait pas à arrêter la destruction. L'amphithéâtre restait un morceau de choix pour les bâtisseurs de Rome. Et c'est alors qu'un tournant se produisit, qui changea véritablement son destin. Au XVIIIe siècle, en 1749, le pape Benoît XIV fit quelque chose d'incroyable.
Il déclara le Colisée lieu sacré, le consacrant comme mémorial aux martyrs du christianisme primitif, qui y auraient péri dans l'arène. Des croix furent érigées, des petites chapelles construites. Comment était-ce possible? Cette démarche fut une manœuvre stratégique brillante. En faisant de la ruine un lieu saint, l'Église ne rendit pas seulement hommage au passé, elle dressa une barrière des plus puissantes contre toute destruction ultérieure. Imaginez le choc de ceux qui, la veille encore, prévoyaient d'emporter une nouvelle cargaison de pierres. Désormais, toute atteinte au Colisée n'était pas seulement du vandalisme, mais un sacrilège. Ce fut un moment décisif et dramatique dans l'histoire du monument, le sauvant littéralement de la disparition totale. Avec ce nouveau statut vint aussi la responsabilité. Les premières tentatives, timides, de préservation commencèrent. Bien sûr, ce n'étaient pas les travaux de restauration à grande échelle que nous connaissons aujourd'hui. C'était plutôt un premier secours aux géants. Les papes, inspirés par le nouveau statut de l'amphithéâtre, allouaient des fonds pour le renforcement des murs, le déblaiement des décombres. C'était une tâche titanesque, tenter d'arrêter la désintégration d'une structure qui tenait depuis près de 2000 ans. Les travaux furent lents, laborieux, mais ils marquèrent le début d'un long chemin de restauration, un chemin qui se poursuit encore aujourd'hui. Ce furent les premiers pas pour sauver non pas un simple bâtiment, mais un témoignage vivant de l'histoire. Puis vint le XIXe siècle, une époque de profonds bouleversements, le siècle de la lutte pour l'unification de l'Italie. Et le Colisée, ce symbole majestueux et survivant de la puissance romaine antique, acquit une nouvelle signification, colossale. Il devint le cœur de l'identité nationale. Dans une Italie fragmentée, divisée en de nombreux États, le Colisée rappelait la grandeur passée, la gloire de l'Empire romain, qui devint désormais un ancêtre commun et une inspiration partagée pour tous les Italiens rêvant d'une patrie unie. Imaginez les patriotes italiens, artistes, écrivains, politiciens, regardant ce colosse. Ce n'était pas qu'une pierre, c'était la preuve tangible de leur grand passé, le gage d'un grand avenir. Le Colisée devint un puissant symbole d'espoir, un symbole d'unification, un symbole d'une nation qui se relevait de ses ruines, tout comme cet ancien amphithéâtre se relevait de siècles d'oubli. Il devint non pas un simple monument ancien, mais un drapeau vivant, flottant au-dessus du rêve d'une Italie unie et forte. Son destin était désormais inextricablement lié à celui de la nation, et sa préservation devint une question d'honneur pour le nouvel État. Le nouveau siècle venait à peine de poindre au-dessus de l'ancien amphithéâtre que le Colisée se trouva au centre d'un nouveau drame, effrayant. Imaginez cette scène, non pas une arène de combat de gladiateurs, mais une scène pour un homme, obsédé par la mégalomanie. C'était Mussolini, il ne se tenait pas simplement devant le Colisée, il tentait de le posséder, de s'approprier sa gloire, d'entrelacer le déclin sanglant de l'Empire romain avec sa propre sombre ascension. Ces bulldozers rasaient des quartiers, dégageant la vue sur la ruine, transformant le sanctuaire de l'histoire en toile de fond pour ses parades. Ce n'était pas qu'une simple utilisation de pierres, c'était un viol de la mémoire, une tentative de voler sa légitimité à l'éternité. Le Duce voyait dans le Colisée non pas un monument fragile nécessitant des soins, mais un gigantesque et parfait panneau publicitaire pour son régime, imprégné d'une fausse nostalgie de la grandeur passée. Que ressentait-il? Pas de révérence, non. Seulement un froid calcul et le triomphe d'un imposteur, convaincu que le passé pouvait être dompté et forcé de servir ses ambitions insensées. Il transforma le Colisée en un instrument politique, en un symbole sinistre de son pouvoir, et pendant de longues années, cette association jeta une ombre noire sur les anciennes arches. Mais la tyrannie n'est pas éternelle. Et après l'effondrement du régime, le Colisée, tourmenté mais non brisé, commença un long chemin de retour à lui-même. Rejetant les fausses parures de la propagande, il devint enfin ce qu'il aurait toujours dû être, une zone archéologique vivante. Imaginez le contraste, la pompe des parades disparue, remplacée par les pas silencieux des chercheurs, le froufrou des pinceaux, le murmure des hypothèses. C'était une autre bataille, la bataille pour la vérité, pour la compréhension. Le Colisée devint un laboratoire inestimable, où chaque pierre, chaque ébréchure racontait son histoire. Les archéologues cessèrent d'être de simples fouilleurs, ils devinrent des détectives, résolvant les mystères des siècles. La reconnaissance ne se fit pas attendre. En 1980, le Colisée obtint le statut de site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce fut un triomphe de la science et de la responsabilité humaine sur l'oubli et le vandalisme. Le monde entier dit, CECIEST important. Ceci appartient à tous, et ceci doit être sauvé. Les enjeux s'élevèrent à l'échelle planétaire, ce n'était plus seulement le passé de l'Italie qui était en jeu, mais aussi le patrimoine commun de l'humanité. Et depuis lors, la lutte pour le Colisée ne s'arrête pas un instant.
Ce n'est pas qu'un bâtiment, c'est un patient exigeant une attention incessante. Des recherches constantes et méticuleuses sont menées. Les technologies modernes, la numérisation laser, les géoradars, l'analyse moléculaire, révèlent des secrets inaccessibles aux générations précédentes. Les scientifiques étudient non seulement l'architecture, mais aussi les traces de vie, le pollen des plantes, la graisse animale, les restes de nourriture des gladiateurs. C'est une approche scientifique qui n'idéalise pas, mais cherche à comprendre dans toute sa complexité. C'est un combat sans fin contre la dégradation. La pollution de l'air, la marche implacable du temps. Chaque fissure est une source d'inquiétude, chaque projet de restauration réussi, une petite victoire. L'impensable est en jeu, la préservation de ce colosse, de ce témoin de 4 époques, pour ceux qui viendront après nous. Au XXIe siècle, le Colisée n'est pas un monument mort, mais un front actif où la science et l'attention se battent pour le droit du passé d'exister dans le futur. Et cette bataille, heureusement, n'est pas encore perdue. Mais cet amphithéâtre colossal, ce témoin de souffrances inouïes et de spectacles sanglants, refuse d'être une simple histoire figée dans la pierre. Non, au XXIe siècle, il vit, il respire et se transforme avec une force saisissante, presque choquante. Oubliez-le comme un simple monument, il devient le cœur pulsant d'une nouvelle ère, un symbole dont la signification évolue sous nos yeux. Imaginez, ces murs anciens, imprégnés des cris et de la poussière des siècles, s'apprêtent à redevenir une scène. Il y a des projets ambitieux, voire audacieux, pour y ramener la vie par l'art. Pas de combat de gladiateurs, bien sûr, Dieu merci, mais de grands événements culturels. Des concerts qui rempliront l'air d'accords jamais entendus sous ce ciel. Des productions théâtrales où les acteurs fouleront la même terre que des milliers de vies perdues. Ce n'est pas une simple restauration, c'est une tentative d'insuffler une nouvelle âme aux ruines, de prouver que la beauté et la créativité peuvent renaître même là où régnait la cruauté la plus sombre. C'est un défi à l'histoire. Et bien sûr, l'avenir arrive ici avec le fracas assourdissant de la technologie. Pour que nous, les gens modernes, puissions ne serait-ce qu'un instant toucher à cette réalité terrifiante, des outils époustouflants sont mis en œuvre. La réalité augmentée et virtuelle. Enfilez un casque, et vous n'êtes plus un touriste du XXIe siècle, mais un spectateur tremblant de peur ou fou de joie dans les gradins. Vous entendez le rugissement de la foule, vous sentez la terre vibrer sous vos pieds sous le piétinement des gladiateurs ou le rugissement des bêtes sauvages. Ce n'est pas un simple outil éducatif, c'est une machine à remonter le temps qui vous projette au cœur même de l'enfer du passé. Est-ce que cela choque? Oui. Est-ce que cela fascine? Sans aucun doute. Est-ce que cela permet de comprendre l'ampleur de la folie? Absolument. Mais le plus frappant, c'est sa métamorphose en un symbole d'un tout autre ordre. D'un lieu de mort, il s'est transformé en un lieu de spiritualité et de paix profonde. Pouvez-vous l'imaginer? Là où jadis le sang a coulé, résonnent désormais les prières du pape lors du chemin de croix du Vendredi Saint. Cette procession sacrée au pied de l'ancienne arène, un spectacle d'une force incroyable. Ce n'est pas qu'un simple rituel religieux, c'est une déclaration des plus puissantes au monde entier. Même les lieux les plus sombres peuvent être sanctifiés par la foi, même le plus terrible héritage peut être racheté. C'est un symbole d'espoir qui est transmis à des milliards de personnes. Et ce symbole ne reste pas passif. Il est activement utilisé pour soutenir des actions humanitaires cruciales à travers le monde. Son nom, sa reconnaissance, son poids dans l'histoire, tout cela est mis au service de la bonté et de la miséricorde. Il devient un étendard pour la collecte de fonds, une plateforme pour attirer l'attention sur les souffrances dans les points les plus chauds de la planète, un porte-voix pour ceux qui sont privés de voix. C'est stupéfiant, un lieu qui était la quintessence de l'inhumanité, se tient désormais côte à côte avec les victimes des tragédies modernes, appelant le monde à la compassion. Ce n'est pas qu'une pierre, c'est un symbole vivant, changeant, qui continue de bouleverser et d'inspirer, prouvant que même des profondeurs les plus sombres, l'histoire peut s'élever vers la lumière, vers l'art, vers la foi et vers l'espoir infini et désespéré de l'humanité. Majestueux, tel un titan blessé, il se dresse au cœur de la ville éternelle. Non pas poli jusqu'à l'éclat d'une restauration moderne, ni une copie parfaite de lui-même d'un passé lointain. Non, il se dresse, ne cachant pas ses blessures, ses cicatrices, racontant par chaque fissure et chaque ébréchure une histoire sanglante, incroyable, effrénée. C'est le Colisée, et ces cicatrices, ce ne sont pas de simples traces de destruction. Ce sont les sceaux sacrés du temps, les témoignages des plus grands triomphes et des plus terribles chutes, les symboles d'une philosophie de conservation du patrimoine absolument nouvelle et audacieuse, qui bouleverse les notions habituelles de beauté et de vérité. Longtemps, trop longtemps, nous nous sommes efforcés d'effacer du visage des anciens monuments toute allusion à leur souffrance.
Masquer, rafistoler, faire comme si ni guerre, ni tremblement de terre, ni pillage barbare n'avaient jamais eu lieu. Comme si l'histoire devait être une image parfaitement lisse et édulcorée pour un album de parade. Mais que perdait-on alors? On perdait son âme, on perdait cette vérité poignante sur la fragilité des civilisations, la cruauté du temps, mais aussi sur l'étonnante force de la volonté humaine et de ses créations, même après avoir traversé l'enfer. Et voici que le monde commença à changer. Une prise de conscience survint. Ces défauts ne sont pas des erreurs à corriger. Ce sont des chapitres inestimables dans le livre de vie du monument. Chaque boulet de canon enfoncé lors d'un siège, chaque fissure due à une puissante secousse sismique, chaque ébréchure causée par les fers des maraudeurs arrachant le revêtement, ce n'est pas une laideur. C'est un récit, c'est un cri de douleur et un défi au destin. La restauration moderne n'a plus honte de ces témoignages. Elle les souligne, les préserve, les rend visibles. Car c'est en eux que réside la véritable histoire de la survie. Une histoire bien plus dramatique et instructive que tout idéal fantasmé. Imaginez ces pierres du Colisée. Regardez-les attentivement. Ici, peut-être, la trace d'un boulet de catapulte, lancé lors des luttes des familles romaines durant les âges sombres. Là une brèche dans le mur, le souvenir d'un terrible tremblement de terre qui aurait dû, semblait-il, ensevelir définitivement cette masse. Et ces profondes entailles sur toute la surface? Ce sont les marques des outils de gens qui, pendant des siècles, sont venus ici pour voler le marbre, arracher les agrafes de bronze, démonter l'amphithéâtre brique par brique pour de nouvelles constructions. Chaque dommage, de ce type, c'est une micro-histoire d'avidité, d'oubli, de survie contre toute attente. Le Colisée, avec ses cicatrices, devient une métaphore des plus puissantes. Ce n'est pas qu'une simple arène de combat de gladiateurs. C'est un miroir de la civilisation. Une civilisation qui n'est pas non plus parfaite. Qui commet des erreurs, traverse des périodes de prospérité et de déclin sauvage, endure guerre, trahison, bouleversement. La véritable résilience ne consiste pas à faire comme si rien de mal ne s'était passé. La véritable résilience, c'est de tenir bon, d'acquérir des cicatrices, mais de rester debout. De conserver son essence, sa mémoire, sa vérité. Même si cette vérité n'est pas toujours belle. Cette philosophie de conservation des traces de destruction, ce n'est pas un simple débat académique de restaurateurs. C'est un message éthique des plus profonds à toute l'humanité. C'est un appel à ne pas craindre son histoire, quelle qu'elle soit. À ne pas masquer les faits dérangeants, à ne pas faire semblant que le passé était immaculé. À reconnaître ses cicatrices collectives. Car ce n'est qu'en les reconnaissant que l'on peut véritablement comprendre qui nous sommes et ce qu'il nous en a coûté pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Le Colisée, cet ancien colosse avec ses blessures honorifiques, nous l'enseigne avec une franchise stupéfiante, presque cruelle. Il se dresse, un témoignage monumental que la beauté peut être trouvée non seulement dans la perfection, mais aussi dans l'étonnante et héroïque capacité à résister, à se préserver, et à raconter son histoire dans toute sa vérité effrénée et blessée. Et en cela, son principal, son immortel héritage.